Le 6 juin 1944, le monde assiste à l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, le débarquement de Normandie. Ce jour-là, plus de 150 000 soldats alliés, venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France et d'autres pays, déferlent sur les plages normandes pour libérer la France de l'occupation nazie. Mais comment cette opération, nom de code Overlord, a-t-elle été préparée dans le plus grand secret? Quelles ont été les stratégies et les tactiques employées par les Alliés pour surprendre et vaincre les forces de l'Axe? Quelles ont été les conséquences de ce jour J, ou D-Day en anglais, qui a marqué les esprits et qui symbolise à lui seul le conflit mondial qui a opposé les démocraties au régime totalitaire? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire du débarquement de Normandie, de sa préparation secrète et de sa planification méthodique, à travers des témoignages, des documents d'archives et des images d'époque. Bon visionnage. Le débarquement de Normandie s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale des Alliés pour vaincre l'Allemagne nazie. Depuis 1941, les États-Unis et le Royaume-Uni, rejoints par l'Union soviétique en 1942, forment la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe. Ils se réunissent régulièrement lors de conférences pour coordonner leurs efforts et définir leurs objectifs communs. L'un de ces objectifs est d'ouvrir un second front en Europe de l'Ouest afin de soulager l'armée rouge qui combat sur le front de l'Est et de menacer l'Allemagne sur deux fronts simultanément. Cependant, les Alliés ne sont pas d'accord sur le moment et le lieu de ce second front. Les Soviétiques réclament un débarquement en France dès 1942, tandis que les Anglo-Américains préfèrent mener d'abord des opérations périphériques en Afrique du Nord et en Italie, et ce, afin d'affaiblir les forces de l'Axe et accumuler les moyens nécessaires à une invasion de grande ampleur. Ce n'est qu'à la conférence de Téhéran en novembre-décembre 1943 que les Alliés s'engagent à lancer une opération de débarquement en France au printemps 1944. Le choix du lieu de débarquement est crucial pour le succès de l'opération. Il doit répondre à plusieurs critères: être proche de l'Angleterre, d'où partent les troupes et le matériel, offrir des plages propices au débarquement, être peu défendu par les Allemands, permettre l'établissement d'une tête de pont solide et la progression vers des objectifs stratégiques. Plusieurs sites sont envisagés, comme la Bretagne, la Hollande ou le Pas-de-Calais. C'est finalement la Normandie qui est retenue, pour plusieurs raisons. Elle est à portée des avions et des navires alliés, elle dispose de plages sableuses et de ports en eau profonde. Elle est moins fortifiée que le Pas-de-Calais, où les Allemands s'attendent à une attaque. Enfin, elle offre la possibilité de s'emparer de la ville de Cherbourg, d'où les Alliés pourront recevoir des renforts et de couper la péninsule du Cotentin, isolant ainsi les troupes allemandes à l'ouest. Le choix de la Normandie est validé par le général américain Dwight Eisenhower, nommé commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en décembre 1943. Le débarquement de Normandie implique une multitude d'acteurs civils et militaires qui doivent coopérer étroitement pour assurer la coordination et la logistique de l'opération. Le commandement allié est divisé en deux groupes, le groupe naval dirigé par l'amiral britannique Bertram Ramsay et le groupe terrestre dirigé par le général britannique Bernard Montgomery. Le groupe naval est chargé de transporter et de protéger les troupes et le matériel, ainsi que de bombarder les côtes ennemies. Le groupe terrestre est quant à lui chargé de planifier et de conduire les opérations sur le sol français avec l'appui de l'aviation. Le débarquement de Normandie mobilise des moyens considérables, plus de 150 000 soldats, dont environ 75 000 Américains, 60 000 Britanniques et 15 000 Canadiens, ainsi que des Français libres, des Polonais, des Belges et des Néerlandais. Également, plus de 5 000 navires, dont des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des porte-avions, des sous-marins, des transports de troupes, des péniches de débarquement, des barges, des dragueurs de mines ou bien des vedettes rapides. Enfin, il y a également plus de 11 000 avions, dont des bombardiers, des chasseurs, des planeurs et des parachutages. À cela s'ajoutent plus de 10 000 véhicules, dont des chars, des camions, des jeeps, des motos, des ambulances, ainsi que plus de 4 000 tonnes de matériel, dont des munitions, des vivres, du carburant, des ponts, des ports artificiels ou bien des pipelines.
Le débarquement de Normandie est une opération complexe et risquée qui doit faire face à de nombreux défis et incertitudes. Le premier défi est de tromper les Allemands sur les intentions et les préparatifs des Alliés, afin de les empêcher de renforcer leur défense et de contre-attaquer. Pour cela, les Alliés mettent en place une vaste opération de désinformation nommée Fortitude, qui consiste à créer de fausses armées, à diffuser de fausses informations, à utiliser des leurres, à brouiller les communications ou bien à multiplier les diversions. Le but est de faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais et de les maintenir dans l'incertitude sur la date et le lieu exact de l'attaque. Le second défi est de réussir le débarquement lui-même, qui repose sur une synchronisation parfaite entre les différentes forces et une supériorité aérienne et navale. Les Alliés doivent surmonter les obstacles naturels, comme les marées, les courants, les bancs de sable, les récifs, les falaises et tout ce qui est obstacle artificiel, comme les mines, les barbelés, les pieux, les hérissons, les asperges de Rommel, mais également les blocos, les canons, les mitrailleuses ou bien les lance-flammes. Ils doivent aussi faire face à la résistance des troupes allemandes, qui sont bien entraînées, bien équipées et bien commandées. Le troisième défi est de consolider la tête de pont et de progresser vers les objectifs stratégiques, en évitant d'être encerclés ou repoussés par les contre-attaques allemandes. Les Alliés doivent établir des liaisons entre les différentes plages de débarquement, sécuriser les routes, les ponts, les villages, les villes, les ports, ainsi que les aérodromes, et poursuivre leur avance vers l'intérieur des terres, en direction de Caen, de Bayeux, de Saint-Lô, de Carentan et de Cherbourg. Ils doivent aussi assurer le ravitaillement et le renforcement de leurs troupes grâce aux ports artificiels, aux pipelines, aux aérodromes et au parachutage. Le quatrième défi est de coordonner l'action des forces alliées avec celle de la résistance française qui joue un rôle important dans le soutien au débarquement. Les Alliés doivent communiquer avec les réseaux de résistants, leur fournir des armes, des explosifs, des renseignements, mais également leur donner des ordres, des consignes, des mots de passe ou des signaux. Ils doivent aussi reconnaître et appuyer les actions de sabotage, de guérilla, de renseignement, de propagande, menées justement par ces mêmes résistants contre les forces d'occupation et de collaboration. Le débarquement de Normandie, nom de code Opération Neptune, est l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Il a nécessité une préparation minutieuse et l'utilisation de nombreuses innovations militaires et technologies pionnières qui ont contribué à son succès. Parmi ces innovations et technologies, le génie et le transport des troupes ont joué un rôle essentiel en permettant de franchir la Manche, de débarquer sur les plages, de construire et de réparer des infrastructures et d'assurer le ravitaillement et le renforcement des forces alliées. Le transport des troupes a été un défi majeur pour le débarquement de Normandie qui a nécessité de transporter et de protéger plus de 150 000 hommes, 20 000 véhicules, 4 000 tonnes de matériel à travers la Manche sur une distance de 160 km. Pour cela, les Alliés ont utilisé plusieurs moyens. Les navires tout d'abord. Les Alliés ont en effet mobilisé plus de 5 000 navires de toutes sortes, dont des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des porte-avions, des sous-marins, des transports de troupes, des péniches de débarquement, des barges, des dragueurs de mines ou bien des vedettes rapides. Ces navires avaient pour mission de transporter et de protéger les troupes et le matériel, ainsi que de bombarder les côtes ennemies. Les avions ensuite, puisque les Alliés ont mobilisé pas moins de 11 000 avions de toutes sortes, dont des bombardiers, des chasseurs, des planeurs, ainsi que des parachutages. Ces avions avaient pour mission de transporter et de protéger les troupes et le matériel, ainsi que de bombarder les côtes ennemies, les voies de communication, les aérodromes, ainsi que les sites de lancement des V1 et V2. Enfin, les engins amphibies, les Alliés ont effectivement utilisé de nombreux engins amphibies, capables de se déplacer sur l'eau et sur la terre pour faciliter le débarquement et la progression des troupes. Parmi ces engins, on peut citer les Duke, des camions amphibies, les LVT, des véhicules blindés amphibies, les Sherman DD, des chars équipés de flotteurs, les Hobart Funnies, des chars spécialisés, comme les Crabes, dotés de fléaux pour déminer, les Flail, dotés de ponts pour franchir les obstacles, les Crocodiles, dotés de lance-flammes, ou bien les AVRU, dotés de canons pour détruire les bunkers. Le génie a été un facteur clé pour le débarquement en Normandie, qui a nécessité de construire et de réparer des infrastructures pour assurer le ravitaillement et le renforcement des troupes. Pour cela, les Alliés ont utilisé plusieurs moyens. Tout d'abord,
les ports artificiels, les Alliés ont en effet construit 2 ports artificiels nommés Mulberry, l'un à Oromanche, l'autre à Saint-Laurent-sur-Mer, pour permettre le déchargement des navires sans avoir à prendre les ports français trop bien défendus. Ces ports étaient constitués de caissons en béton remorqués depuis l'Angleterre et assemblés sur place, formant des jetées, des quais ou bien des abris. Ils étaient reliés à la terre par des pontons flottants appelés whales. Ils pouvaient accueillir jusqu'à 7000 tonnes de matériel par jour. Les pipelines également, puisque les Alliés ont installé 2 pipelines sous-marins nommés Pluto, l'un reliant l'île de Wight à Cherbourg, l'autre reliant Dungeness à Boulogne, pour acheminer du carburant aux troupes alliées. Ces pipelines étaient constitués de tubes en acier de 7,6 cm de diamètre, posés sur le fond de la Manche à une profondeur de 30 mètres. Ils pouvaient transporter jusqu'à 800 000 litres de carburant par jour. Les aérodromes enfin, en effet, les Alliés ont construit des aérodromes temporaires nommés ALG, Advanced Landing Ground, pour permettre le décollage et l'atterrissage des avions alliés. Ces aérodromes étaient constitués de pistes en métal appelées PSP, pour Pierced Steel Planking, posées sur le sol, et de tentes, de baraquements, de hangars pour le personnel et le matériel. Ils étaient situés à proximité des plages de débarquement ou plus loin dans les terres au fur et à mesure de l'avance alliée. Au final, le génie et le transport des troupes ont donc été des éléments déterminants dans le débarquement de Normandie, qui a permis aux Alliés de créer une tête de pont en Europe de l'Ouest et de contribuer à la libération de la France et à la victoire finale contre le nazisme. Ces domaines ont fait preuve d'une ingéniosité et d'une efficacité remarquables, malgré les difficultés et les aléas rencontrés. Ils ont témoigné de la capacité des Alliés à mobiliser des moyens considérables et à les coordonner dans une opération complexe et risquée. Le débarquement de Normandie, nom de code Opération Neptune, est l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire qui a nécessité une préparation minutieuse et l'utilisation de nombreuses innovations militaires et technologies pionnières qui ont contribué à son succès. Parmi ces innovations et technologies, la guerre des codes cachés a joué un rôle essentiel en permettant aux Alliés de tromper les Allemands sur leurs intentions et leurs préparatifs et d'obtenir des informations sur les défenses ennemies et les conditions météorologiques. C'est le cas des messages codés de la BBC qui à première vue paraissent des phrases courtes et apparemment anodines, diffusées par Radio Londres sur les ondes de la BBC entre 1941 et 1944. Ces messages sont destinés à la résistance française qui les écoute avec des postes à galène et qui les décode avec des clés secrètes. Ces messages ont pour but de prévenir l'imminence du débarquement et de donner des instructions de sabotage à la résistance. Parmi les messages les plus célèbres, on peut citer les fameux « Sanglots longs des violons de l'automne » blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ce message, tiré du poème Chanson d'automne de Paul Verlaine, est diffusé le 1er juin 1944 à 21h15. Il signifie que le débarquement aura lieu dans les 15 jours qui suivent. Également, Berthe aime les choux-fleurs. Ce message est quant à lui diffusé le 5 juin 1944 à 21h15 et signifie que le débarquement aura lieu le lendemain. Enfin, les carottes sont cuites. Ce message est quant à lui diffusé le 6 juin 1944 à 6h30 et signifie que le débarquement a commencé. La guerre des codes cachés a également joué un rôle essentiel en permettant aux Alliés de tromper les Allemands. C'est le cas notamment de la fameuse machine Enigma, une machine à chiffrer dont j'ai déjà évoqué l'existence dans une précédente vidéo et qui est utilisée par les Allemands pour coder leurs messages secrets. Elle est composée d'un clavier, d'un écran et de plusieurs rotors qui modifient les lettres selon un code complexe. Les Alliés ont réussi à décrypter les messages codés par la machine Enigma grâce aux travaux des cryptanalystes britanniques de Bletchley Park, dirigés par Alan Turing. Ce décryptage, nom de code Opération Ultra, a permis aux Alliés de connaître les mouvements, les effectifs, les intentions, les ordres des forces allemandes et de s'adapter en conséquence. Parmi les informations obtenues grâce au décryptage de la machine Enigma, on peut citer la localisation et la composition des divisions blindées allemandes en France, ce qui a permis aux Alliés de choisir la Normandie comme lieu de débarquement, moins fortifié que le Pas-de-Calais. Également, les réactions et les contre-attaques allemandes face au débarquement, ce qui a permis aux Alliés de les anticiper et de les repousser. Et enfin,
les ordres de Hitler, qui étaient de ne pas déplacer les réserves blindées allemandes sans son autorisation, ce qui a permis aux Alliés de consolider leur tête de pont sans être menacés. La guerre des codes cachés a été un élément déterminant pour le débarquement de Normandie, qui a permis aux Alliés de créer une surprise stratégique et de prendre l'avantage sur les Allemands. Cette guerre a fait preuve d'une ingéniosité et d'une audace remarquables, malgré les difficultés et les risques rencontrés. Elle a témoigné de la capacité des Alliés à mobiliser des moyens techniques et humains et à les coordonner dans une opération complexe et risquée. L'opération Overlord implique plus de 150 000 soldats, des milliers de navires et d'avions, et nécessite une coordination et une communication sans faille entre les différentes unités. Pour assurer la sécurité des transmissions, les Alliés utilisent des codes secrets, mais ceux-ci sont souvent décryptés par les Allemands qui disposent de machines et d'experts en cryptographie. C'est pourquoi les Américains font appel à une méthode originale et ingénieuse, l'utilisation de la langue Navajo par un peuple amérindien originaire du sud-ouest des États-Unis. Les Navajos, qui ont été recrutés comme soldats et comme opérateurs radio, vont jouer un rôle crucial dans le succès du débarquement en utilisant leur langue maternelle comme un code incassable. Les Navajos sont donc un peuple amérindien qui vit principalement dans les États du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de l'Utah aux États-Unis. Ils font partie du groupe linguistique Athapascan, qui comprend également les Apaches. Leur langue, le Navajo, ou Diné-Bizaad, est une langue tonale qui utilise 4 sons différents pour distinguer les mots. Elle est également très complexe au niveau de la grammaire, de la syntaxe et de la morphologie, ce qui la rend difficile à apprendre et à comprendre pour les non-natifs. De plus, le Navajo n'est pas une langue écrite, mais uniquement orale, ce qui rend impossible son étude par les cryptographes allemands. Enfin, le Navajo est une langue peu répandue qui compte environ 50 000 locuteurs en 1944, dont la plupart vivent dans des réserves isolées. Il est donc très improbable que les Allemands aient pu capturer ou infiltrer un Navajo qui puisse leur révéler le sens des messages. L'idée d'utiliser la langue Navajo comme code secret vient de Philip Johnston, un fils de missionnaire qui a grandi dans une réserve Navajo et qui parle couramment le Navajo. En 1944, il propose au corps des Marines américains de recruter des Navajos pour servir de code talkers, c'est-à-dire de transmetteurs de messages codés en Navajo. Il organise une démonstration qui convainc les officiers de l'efficacité et de la rapidité de cette méthode. Les Marines recrutent alors 29 Navajos qui vont former le premier groupe de code talkers. Ils vont élaborer un code basé sur le Navajo en utilisant des mots Navajo pour désigner les lettres de l'alphabet, les chiffres, les grades, les armes, les véhicules ou bien les lieux. Par exemple, le mot Navajo pour aigle signifie A, le mot pour ours signifie B, le mot pour tortue signifie tank, poisson représentant un sous-marin. Le code est ensuite mémorisé par les code talkers qui ne disposent pas de dictionnaires écrits. Ils sont ensuite envoyés sur les différents théâtres d'opération, notamment dans le Pacifique, où ils vont participer à de nombreuses batailles contre les Japonais. En 1944, 13 Navajos sont affectés au débarquement de Normandie dans le cadre de l'opération Neptune. Ils sont répartis dans 6 unités différentes qui débarquent sur les plages d'Utah et d'Omaha. Leur mission est de transmettre les ordres, les rapports, les demandes de renforts, de munitions, d'artillerie ou bien de soutien aérien. Ils utilisent des radios portatives qui sont souvent exposées aux tirs ennemis et aux intempéries. Ils doivent aussi faire face au bruit, à la confusion, à la peur et à la fatigue. Malgré ces difficultés, ils accomplissent leurs tâches avec efficacité et rapidité en envoyant et en recevant des centaines de messages codés en Navajo sans aucune erreur ni interception. Ils contribuent ainsi à la coordination des opérations alliées et à la prise des objectifs stratégiques. Leur rapport est reconnu et salué par leurs supérieurs et leurs camarades qui les surnomment affectueusement les Indiens. Ils sont également respectés par les soldats allemands qui les considèrent comme des guerriers valeureux. Les Navajos, quant à eux, font preuve de modestie et de loyauté envers leur pays, malgré le fait qu'ils aient été victimes de discrimination et de spoliation par le passé. Les guerriers Navajos ont joué un rôle essentiel dans le débarquement de Normandie en utilisant leur langue comme un code incassable. Ils ont permis de sécuriser les communications alliées et de faciliter la coordination des opérations. Ils ont fait preuve de courage, de dévouement et de fierté
en servant leur pays et en honorant leur peuple. Ils ont été les témoins et les acteurs d'un événement historique qui a changé le cours de la guerre et de l'histoire. Ils méritent donc d'être remerciés et célébrés comme des héros. Le 6 juin 1944, les forces alliées lancent l'opération Overlord, le nom de code, du débarquement de Normandie, qui vise à libérer la France et l'Europe de l'occupation nazie. Cette opération, qui est la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire, implique plus de 150 000 soldats, des milliers de navires et d'avions et nécessite une coordination et une communication sans faille entre les différentes unités. Pour assurer le succès de cette opération, les Alliés doivent choisir une date qui réponde à plusieurs critères météorologiques. Une nuit de pleine lune et peu de nuages pour les bombardements préalables. Un vent faible pour le parachutage des hommes, peu de vagues à la côte pour le débarquement des hommes et du matériel, et une marée basse au lever du soleil pour éviter les obstacles sur les plages. Or, le mois de juin 1944 est marqué par une météo capricieuse qui va contraindre les Alliés à reporter le débarquement du 5 au 6 juin, mais qui va aussi leur offrir une fenêtre d'opportunité inespérée en trompant la vigilance des Allemands. On peut donc parler de miracle météorologique qui a permis la réussite de l'opération Overlord. Les Alliés accordent une importance particulière à la prévision météorologique, qui est assurée par une équipe de météorologues issus des services météorologiques civils et militaires britanniques et américains, sous la direction de James Stagg, colonel dans l'aviation et chef météorologue au quartier général britannique. Les Alliés disposent d'un réseau d'observation météo sur l'Atlantique Nord grâce aux données d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni, de l'Europe, décodées par Enigma, et de l'océan Atlantique fournis par des navires et des avions. Ils installent également un PC météo à Portsmouth, au sud de l'Angleterre, pour suivre l'évolution de la situation. Compte tenu des impératifs météorologiques et des études climatologiques, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe, fixe la date du débarquement au 5 juin 1944. Cependant, à partir du 29 mai, les prévisions indiquent qu'une dégradation du temps est attendue entre le 2 et le 4 juin, pouvant durer jusqu'au 5 ou au 6 juin. Le 2 juin, James Stagg confirme que les conditions devraient être perturbées jusqu'au 7 juin, même si l'incertitude est plus grande pour la fin de la période. L'opération Overlord est toutefois mise en route. Le 3 juin, les prévisions se dégradent encore, avec un vent qui doit se renforcer jusqu'au passage du front froid, le 7 juin. Le général Eisenhower décide d'attendre le lendemain pour prendre une décision. Le 4 juin au matin, James Stagg signale que le front froid pourrait traverser la zone dès le lendemain matin, rendant impossible le débarquement. Le général Eisenhower décide alors de retarder l'opération de 24 heures et d'arrêter les forces navales déjà en mouvement. Ces prévisions sont confirmées le 4 juin au soir, avec l'annonce d'une amélioration à partir de l'après-midi du 5 juin, avant une nouvelle dégradation. Le général Eisenhower confirme alors la date du 6 juin pour le débarquement. Le 5 juin, la météo est toujours mauvaise sur la Manche, avec des vents forts, des nuages bas et de la pluie. Les Allemands, qui se fient aux prévisions de leur service météo, pensent que le débarquement est improbable dans ces conditions. Certains officiers, comme le maréchal Rommel, commandant du groupe d'armée B chargé de la défense du mur de l'Atlantique, en profitent pour prendre un congé ou assister à des réunions. Les soldats allemands qui surveillent les côtes sont moins vigilants et effectuent moins de patrouilles. Les Alliés, en revanche, savent que la météo va s'améliorer dans la nuit du 5 au 6 juin, grâce à une accalmie entre deux perturbations, et décident donc de lancer l'opération Neptune, le nom de code du débarquement, en profitant de l'effet de surprise. Dans la nuit, les bombardiers alliés larguent des milliers de tonnes de bombes sur des positions allemandes, tandis que les parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies. Au petit matin, les navires de transport et de débarquement approchent des côtes normandes, escortés par des navires de guerre et protégés par des avions de chasse. Les conditions météo sont encore difficiles, avec un vent de 25 à 30 km/h, une mer agitée et une visibilité réduite, mais elles sont suffisantes pour permettre le débarquement. Les premières vagues d'assaut débarquent sur les plages d'Utah, d'Omaha, de Gold, de Juneau et de Sword, sous le feu des batteries allemandes. Le débarquement est plus ou moins difficile selon les secteurs, mais les Alliés parviennent à établir une tête de pont sur le sol français.
Le miracle météorologique du 6 juin 1944 a permis aux Alliés de prendre l'initiative et de surprendre les Allemands qui n'ont pas pu réagir à temps ni envoyer des renforts. Les Alliés ont ainsi pu débarquer plus de 150 000 hommes et 20 000 véhicules le premier jour et plus d'1 million d'hommes et 200 000 véhicules en un mois. Ils ont également pu bénéficier de la supériorité aérienne et navale qui leur a donné un avantage décisif sur le terrain. Cependant, le miracle météorologique n'a pas été sans conséquences négatives pour les Alliés. En effet, la météo a aussi perturbé le déroulement des opérations en désorganisant les parachutages et l'arrivée des premières vagues sur les plages. Elle a également rendu plus difficile l'acheminement des renforts, du matériel et des ravitaillements en endommageant les ponts artificiels et en empêchant l'utilisation des aérodromes. Elle a aussi favorisé la résistance des Allemands qui ont pu profiter du bocage normand pour se retrancher et contre-attaquer. La bataille de Normandie a donc été plus longue et plus sanglante que prévu, faisant plus de 400 000 victimes, dont plus de 200 000 civils. Le 6 juin 1944, les forces alliées lancent l'opération Overlord, le plus grand débarquement amphibie de l'histoire sur les plages de Normandie. Ce jour, appelé jour J, marque le début de la libération de l'Europe occidentale du joug nazi. Mais derrière cette date historique, il y a aussi des milliers d'histoires humaines, souvent méconnues, qui témoignent de la diversité et de la complexité des acteurs du jour J. Parmi ces acteurs, il y a les médecins de guerre qui ont eu la lourde tâche de soigner les blessés, souvent dans des conditions précaires et dangereuses. Parmi les acteurs du jour J, il y a aussi les habitants de Normandie qui ont subi les conséquences du débarquement, entre les bombardements, les combats, les réquisitions et les exactions. Certains ont accueilli les libérateurs avec joie, d'autres avec méfiance ou indifférence. Certains ont collaboré avec l'occupant, d'autres ont rejoint la résistance. Certains ont perdu leur maison, leur famille, leur vie, d'autres ont sauvé des soldats, des civils ainsi que des juifs. Parmi eux, il y a Yves Charles Provost qui avait 5 ans lors du débarquement. Il se souvient. Notre maison a été détruite par 3 bombes. Nous avons dû nous réfugier dans une cave avec d'autres voisins. Quand nous sommes sortis, c'était le chaos. Il y avait des ruines, des cadavres, des blessés partout. Nous avons été relogés dans un baraquement en bois avec d'autres commerçants. Mon père, qui était horloger, a filmé la reconstruction de la ville, la vie des gens, les fêtes. Il a envoyé son film à la BBC, qu'il a diffusé. C'était sa façon de témoigner, de résister. Enfin, parmi les acteurs du jour J, il y a les correspondants de guerre, qui ont eu le rôle de rapporter les événements, de les expliquer, de les illustrer, et ce, au péril de leur vie. Certains étaient des professionnels comme Robert Capa, le célèbre photographe, qui a débarqué avec les soldats américains sur Omaha Beach. Il a pris 106 clichés, dont seuls 11 ont survécu à un accident de développement. Il a immortalisé des scènes de guerre saisissantes, comme celle d'un soldat tombant sous les balles ennemies. Il a écrit « Je suis un témoin visuel de la guerre. Je ne suis pas un héros, je suis un journaliste. Je veux montrer la réalité de la guerre, ses horreurs, ses souffrances, ses sacrifices. Je veux que les gens voient ce que je vois, qu'ils comprennent ce que je comprends, qu'ils réagissent comme je réagis. » D'autres étaient des amateurs, comme Marcel Ouimet, le seul reporter de langue française présent sur les plages du débarquement. Il travaillait pour Radio-Canada, mais il a été intégré à la BBC, qui lui a fourni du matériel et une escorte. Il a décrit en direct les scènes qu'il voyait avec un ton enthousiaste et ému. Il a ainsi dit « Je suis sur Juno Beach, avec les soldats canadiens. Ils avancent sous le feu de l'ennemi. Ils franchissent les obstacles. Ils atteignent les premières maisons. Ils sont accueillis par les habitants qui leur sourient, qui leur parlent, qui leur offrent du cidre. Certains soldats parlent français. Ce sont des Québécois, des Acadiens, des Franco-Ontariens. Ils sont fiers de libérer leurs cousins d'Europe, de participer à cette grande aventure. C'est un moment historique, c'est un moment magique. Ces témoignages et ces anecdotes ne sont qu'une infime partie de la mémoire du jour J. Ils montrent que le débarquement de Normandie n'a pas été seulement une opération militaire, mais aussi une expérience humaine faite de courage, de souffrance, d'espoir et de solidarité. Ils nous invitent à ne pas oublier les acteurs du jour J, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été.
Le 6 juin 1944, les forces alliées lancent donc une offensive massive pour libérer la France de l'occupation allemande. Mais avant de débarquer sur les plages normandes, des milliers de soldats sont parachutés ou transportés par des planeurs derrière les lignes ennemies afin de préparer le terrain et de faciliter la progression des troupes au sol. Ces hommes ont accompli des exploits extraordinaires au prix de nombreux sacrifices et ont contribué à la réussite de l'opération Overlord. C'est donc dans la nuit du 5 au 6 juin que plus de 13 000 parachutistes, américains et britanniques, sont largués au-dessus de la Normandie dans le cadre des opérations Albany, Boston, Détroit et Tonga. Leur mission est de sécuriser des ponts, des carrefours, des batteries d'artillerie et des zones de largage, ainsi que de semer la confusion chez les Allemands. Mais les conditions météorologiques, les tirs de la DCA et les erreurs de navigation font que beaucoup d'entre eux atterrissent loin de leur objectif, parfois au milieu des troupes ennemies. Malgré ces difficultés, les parachutistes parviennent à remplir une grande partie de leur objectif grâce à leur courage, leur débrouillardise et leur esprit d'initiative. Un exemple de cet esprit est celui du lieutenant-colonel Benjamin van der Voort, commandant du 2e bataillon du 505e régiment de la 82e division aéroportée. Blessé à la cheville lors de son atterrissage, il refuse d'être évacué et continue de diriger ses hommes avec une canne. Il réussit à prendre le contrôle du village de Sainte-Mère-Église, le premier libéré de France, et à repousser plusieurs contre-attaques allemandes. Il sera décoré de la Distinguished Service Cross pour son action. Un autre exemple est celui du major John Howard, commandant de la compagnie T du 2e bataillon du régiment d'Oxfordshire et de Buckinghamshire de la 6e division aéroportée britannique. Avec 180 hommes, il est chargé de s'emparer du pont de Bénouville, rebaptisé plus tard pont Pegasus, et du pont de Ranville, sur le canal et la rivière de l'Orne. Ces ponts sont vitaux pour empêcher les renforts allemands d'atteindre les plages du secteur britannique. Transportés par 6 planeurs, les hommes de Howard atterrissent à quelques mètres de leurs objectifs et prennent les ponts par surprise en moins de 10 minutes. Ils tiennent ensuite leur position pendant plusieurs heures, malgré les assauts répétés des Allemands jusqu'à l'arrivée des troupes venues de Sword Beach. Howard sera décoré de la Distinguished Service Order pour son action. Les planeurs sont des appareils sans moteur, tractés par les avions et capables de transporter des hommes et du matériel. Ils sont utilisés par les Alliés pour acheminer des troupes et des équipements derrière les lignes ennemies, notamment des jeeps, des camions, des bulldozers et des chars légers. Mais les planeurs sont aussi très vulnérables car ils sont facilement repérables et ne peuvent pas manœuvrer. Ils sont souvent soumis aux tirs de la DCA, aux obstacles naturels ou artificiels et aux accidents à l'atterrissage. Les pertes sont donc importantes parmi les pilotes et les passagers de ces engins. Un exemple de l'utilisation des planeurs est l'opération Coup de main, qui consiste à larguer 6 planeurs hors char transportant 180 hommes près des ponts de l'Orne dans le cadre de l'opération Tonga. Comme on l'a vu, cette opération est un succès grâce à la précision et à la rapidité des planeurs. Mais elle n'est pas sans risque, car un des planeurs est abattu en vol et un autre se pose à plusieurs kilomètres de son objectif, obligeant ses occupants à rejoindre les autres à pied. Un autre exemple est l'opération Elmira, qui consiste à larguer 32 planeurs Waco, transportant 155 hommes et 10 jeeps près de la batterie de Merville, dans le cadre de l'opération Tonga. Cette opération est un échec, car la plupart des planeurs sont touchés par la DCA, ou se posent trop loin de leur objectif, ou sont pris sous le feu des Allemands. Seuls 6 planeurs atteignent la zone prévue, et seuls 75 hommes parviennent à rejoindre les parachutistes qui assaillent la batterie. Le débarquement de Normandie est une opération complexe et audacieuse qui implique une coordination sans précédent entre les forces aériennes, navales et terrestres. Les soldats qui ont participé aux opérations aéroportées ont joué un rôle crucial dans la réussite de l'opération Overlord, en ouvrant la voie aux troupes débarquées sur les plages. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires, malgré les difficultés et les dangers qu'ils ont rencontrés. Leurs témoignages et leurs souvenirs sont un hommage à tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Le bombardement aérien et naval qui a précédé le débarquement de Normandie, ou opération Neptune, est l'une des plus grandes opérations de soutien de l'histoire. Le 5 et le 6 juin 1944, les forces alliées lancent une offensive massive pour affaiblir les défenses allemandes sur le littoral normand.
Des milliers d'avions et de navires participent à cette opération qui vise à détruire les batteries d'artillerie, les ponts, les routes, les dépôts de munitions, les casernes et les centres de commandement ennemis. Mais cette opération n'est pas sans risque ni sans conséquences pour les soldats, les marins, les pilotes, mais aussi pour les civils normands. C'est ainsi que dans la nuit du 5 au 6 juin, plus de 1000 bombardiers lourds, britanniques et canadiens, larguent près de 5000 tonnes de bombes sur les cibles allemandes en Normandie dans le cadre de l'opération Titanic. Leur mission est de créer des brèches dans le mur de l'Atlantique, le système de fortification construit par les Allemands le long de la côte. Mais les conditions météorologiques, les nuages et le brouillard rendent la visibilité très faible et les bombes manquent souvent leur objectif ou tombent sur des zones habitées, causant des pertes civiles et des destructions matérielles. Un exemple de ce problème est le bombardement de Caen, la capitale régionale de la Normandie, qui devait être prise par les Britanniques le jour J. Mais les bombes alliées, larguées trop tard et trop loin, ne touchent pas les positions allemandes, mais le centre-ville, faisant plus de 2000 morts parmi les civils et réduisant la ville en ruine. Un autre exemple est le bombardement de la batterie de Merville, une position stratégique allemande qui devait être neutralisée par les parachutistes britanniques. Mais les bombes alliées, larguées trop haut et trop loin, ne font que des dégâts mineurs et laissent la batterie intacte. Le pilote américain Crawford Ferguson, qui a participé à ce bombardement, raconte « Nous avons volé à environ 6000 mètres. Nous avons largué nos bombes sur la batterie, mais nous n'avons pas vu d'explosion. Nous avons pensé que les bombes étaient défectueuses, mais en fait, elles étaient tombées à plusieurs kilomètres de la cible. Nous avons appris plus tard que les parachutistes avaient dû attaquer la batterie au sol avec de lourdes pertes. » Dans la matinée du 6 juin, plus de 6000 navires de guerre, de transport et de soutien, escortés par des avions de chasse, traversent la Manche dans le cadre de l'opération Neptune. Leur mission est de protéger les troupes débarquées sur les plages en bombardant les positions allemandes, en coulant les navires ennemis et en repoussant les attaques aériennes. Mais les navires alliés sont aussi exposés aux tirs de l'artillerie côtière, aux mines marines, aux torpilles et aux bombes volantes. Un exemple de ce danger est le naufrage du destroyer USS Corrie, qui faisait partie de la force navale américaine chargée d'appuyer le débarquement sur Utah Beach. Le navire, qui avait ouvert le feu sur les batteries allemandes, est touché par un obus de 105 mm qui provoque une explosion et un incendie. Le navire coule en moins de 10 minutes, emportant avec lui 24 membres d'équipage. Un autre exemple est le naufrage du croiseur HMS Emerald, qui faisait partie de la force navale britannique chargée d'appuyer le débarquement sur Gold Beach. Le navire qui avait bombardé la batterie allemande de Longues-sur-Mer est touché par une torpille lancée par un sous-marin allemand. Le navire coule en moins de 20 minutes, emportant avec lui 113 membres d'équipage. Le bombardement aérien et naval qui a précédé le débarquement de Normandie est une opération indispensable et impressionnante qui implique une puissance de feu sans précédent de la part des Alliés. Les aviateurs et les marins qui ont participé à cette opération ont en effet joué un rôle essentiel dans la préparation du débarquement en affaiblissant les défenses allemandes et en ouvrant la voie aux troupes au sol. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquables malgré les risques et les dangers qu'ils ont rencontrés. Leurs témoignages et leurs souvenirs sont un hommage à tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, ou opération Neptune, est l'une des plus grandes opérations amphibies de l'histoire. Le 6 juin 1944, les forces américaines, britanniques et canadiennes débarquent sur 5 plages codées: Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Leur mission est de briser le mur de l'Atlantique, le système de fortification construit par les Allemands le long de la côte, et de créer une tête de pont pour la libération de l'Europe occidentale. Mais cette opération n'est pas sans difficulté ni sans héroïsme pour les soldats, les marins, les pilotes, mais aussi pour les civils normands. Utah Beach est la plage la plus à l'ouest du débarquement, située dans le Cotentin. Elle est attribuée à la 4e division d'infanterie américaine, renforcée par des parachutistes de la 82e et de la 101e division aéroportée. Leur objectif est de s'emparer de la presqu'île du Cotentin et de la ville de Cherbourg, un port stratégique pour les Alliés. Mais une erreur de navigation fait que les premières vagues de débarquement arrivent à environ 2 km au sud de l'endroit prévu. Heureusement pour les Américains, cette zone est moins défendue que celle initialement visée et le courant les a éloignés des mines sous-marines.
Le général Theodore Roosevelt Jr., fils du président américain, qui a insisté pour être présent sur le terrain, décide alors de modifier le plan et de faire débarquer les troupes suivantes au même endroit. Il déclare « Nous commencerons la guerre à partir d'ici ». Grâce à cette décision, les Américains parviennent à prendre le contrôle de la plage avec relativement peu de pertes, environ 200 hommes, sur les 23 000 débarqués. Ils réussissent ensuite à faire la jonction avec les parachutistes qui ont sécurisé les arrières et les ponts et à progresser vers l'intérieur des terres. Le 27 juin, ils entrent dans Cherbourg après de durs combats. Omaha Beach est la plage la plus sanglante du débarquement, située entre Vierville-sur-Mer et Colville-sur-Mer. Elle est attribuée à la 1e et à la 29e division d'infanterie américaine. Leur objectif est de s'emparer des villages surplombant la plage et de faire la jonction avec les troupes débarquées sur Utah Beach et Gold Beach. Mais dès les premières minutes du débarquement, les choses tournent mal pour les Américains. Les bombardements aériens et navals préliminaires ont été inefficaces et ont même alerté les défenseurs allemands. Ceux-ci, bien retranchés dans des bunkers et des nids de mitrailleuses, ouvrent le feu avec une puissance de feu dévastatrice. Les barges de débarquement sont touchées, les chars amphibies coulent, les soldats sont fauchés dès qu'ils mettent le pied sur le sable. La plage devient un enfer de feu, de fumée et de sang. Les survivants se réfugient derrière les obstacles ou les cadavres, mais ne peuvent pas avancer. Certains officiers envisagent même de stopper le débarquement face à l'ampleur du chaos. Mais quelques hommes courageux décident de tenter le tout pour le tout et de grimper la falaise sous le feu ennemi. Grâce à ces initiatives individuelles, les Américains parviennent à percer les défenses allemandes et à s'emparer des points stratégiques sur les hauteurs. Mais le bilan est très lourd, environ 3000 morts ou blessés sur les 34 000 débarqués. Gold Beach est la plage centrale du débarquement située entre Hanel et Vers-sur-Mer. Elle est attribuée à la 50e division d'infanterie britannique renforcée par des chars spéciaux du génie appelés Hobart's Furnace. Leur objectif est de s'emparer de la ville de Bayeux et de faire la jonction avec les troupes débarquées sur Omaha Beach et Juno Beach. Les Britanniques bénéficient de l'appui des chars spéciaux qui sont conçus pour franchir les obstacles, déminer le terrain ou détruire les fortifications. Parmi eux, il y a les crabes équipés de fléaux rotatifs pour faire exploser les mines, les AVRE dotés d'un mortier pour démolir les bunkers et les DD capables de flotter sur l'eau grâce à une jupe étanche. Ces engins sont surnommés les drôles de machines du Major Hobart, du nom du général qui les a imaginés. Grâce à ces chars, les Britanniques parviennent à prendre le contrôle de la plage avec des pertes modérées, environ 400 hommes, sur les 25 000 débarqués. Ils réussissent ensuite à progresser vers l'intérieur des terres et à atteindre leur objectif. Le 7 juin, ils entrent dans Bayeux, la première ville française libérée, et font la jonction avec les Américains venus d'Omaha Beach. Le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie est une opération audacieuse et décisive qui implique une coordination sans précédent entre les forces aériennes, navales et terrestres. Les soldats qui ont participé au débarquement ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exceptionnelle malgré les difficultés et les dangers qu'ils ont rencontrés. Leurs témoignages et leurs souvenirs sont un hommage à tous ceux qui ont combattu pour la liberté. La plupart des soldats allemands ne s'attendaient pas à une attaque alliée ce jour-là. En effet, le temps était mauvais, la mer était agitée et le ciel était couvert. De plus, les services de renseignements allemands avaient été trompés par les Alliés qui avaient fait croire à une invasion imminente dans le Pas-de-Calais, la zone la plus proche de l'Angleterre. Ainsi, les troupes allemandes en Normandie étaient peu nombreuses, mal équipées et mal entraînées. Beaucoup d'entre elles étaient des jeunes recrues, des vétérans blessés ou des soldats étrangers enrôlés de force. Hans Gockel, un jeune soldat allemand de 18 ans, était en poste dans un point d'appui surplombant la plage d'Omaha, surnommée Bloody Omaha par les Américains. Il raconte « Nous n'avions pas de radio, pas de téléphone, pas de jumelles. Nous ne savions rien de ce qui se passait. Nous étions isolés. Nous pensions que c'était un exercice, une diversion. Nous ne pensions pas que c'était le vrai débarquement. » Malgré la surprise et l'infériorité numérique, les soldats allemands ont opposé une résistance farouche aux troupes alliées. Ils ont tiré avec leurs mitrailleuses, leurs canons, leurs mortiers et leurs lance-roquettes sur les bateaux, les barges, les chars et les hommes qui s'approchaient du rivage. Ils ont aussi miné la plage, creusé des fossés, installé des obstacles et des barbelés.
Ils ont profité de leur position sur les falaises, qui leur offrait un avantage tactique et une vue imprenable sur le champ de bataille. Malgré leur courage et leur détermination, les soldats allemands n'ont pas pu empêcher les Alliés de prendre pied sur le sol normand. Les Alliés disposaient d'une supériorité aérienne, navale et terrestre écrasante. Ils ont bénéficié du soutien des résistants français qui ont saboté les lignes de communication et de ravitaillement allemands. Ils ont aussi profité de l'absence de réaction rapide du haut commandement allemand qui a tardé à envoyer des renforts et à lancer des contre-attaques. Face à cette situation désespérée, de nombreux soldats allemands ont choisi de se rendre aux Alliés, espérant ainsi sauver leur vie. Certains ont même déserté ou changé de camp, comme le montre l'exemple de Franz Kokel, le frère de Hans, qui a rejoint les forces françaises libres après avoir été fait prisonnier. D'autres ont continué à se battre jusqu'au bout, par fidélité à leur serment, par peur des représailles ou par conviction idéologique. David Milcrest, un vétéran britannique qui a débarqué sur Gold Beach, se souvient: « Nous avons rencontré des soldats allemands de tous les âges, de tous les pays, de toutes les opinions. Nous avons essayé de les traiter avec humanité, mais ce n'était pas facile. Nous avons vu des scènes horribles, des cadavres, du sang, des larmes. Nous avons vécu l'enfer. » Dans les heures et les jours qui ont suivi le débarquement, l'enterrement des cadavres et des corps était une question d'urgence sanitaire et morale. Il fallait en effet éviter la propagation des maladies, le spectacle macabre et le découragement des troupes. Mais il fallait aussi avancer rapidement vers l'intérieur des terres, sans se laisser ralentir par les morts. Ainsi, les soldats alliés et les Allemands ont été enterrés sommairement, souvent à la hâte, dans des fosses communes ou individuelles, creusées à proximité des lieux de combat. Parfois, les corps étaient simplement recouverts de sable ou de terre, sans aucune marque distinctive. Parfois, ils étaient enveloppés dans des couvertures, des toiles de parachute ou bien des vêtements. Parfois encore, ils étaient munis d'une plaque d'identité, d'un casque, d'une croix ou d'un drapeau pour indiquer leur nom, leur grade, leur nationalité ou leur religion. Raymond J. Bowman, un soldat américain qui a débarqué sur Omaha Beach, raconte: « Nous avons vu des corps partout, certains flottaient dans l'eau. D'autres gisaient sur le sable, d'autres encore étaient accrochés aux barbelés. Nous avons essayé de les enterrer comme nous pouvions avec nos pelles, nos baïonnettes ou nos mains. Nous avons écrit leurs noms sur des morceaux de papier ou de bois que nous avons plantés dans le sol. Nous avons prié pour eux, pour leurs familles, pour nous-mêmes. » Dans les mois qui ont suivi le débarquement, l'enterrement des cadavres et des corps est devenu une question d'organisation logistique et administrative. Il fallait rassembler les restes dispersés, les identifier avec précision, les regrouper selon leur origine, leur destination ou leur volonté. Mais il fallait aussi respecter les conventions internationales, les lois locales, les souhaits des familles ou les autorités. Ainsi, les soldats alliés et allemands ont été exhumés, triés, transférés, réinhumés dans des cimetières temporaires ou définitifs en Normandie ou dans leur pays d'origine. Parfois, les corps étaient conservés dans des cercueils, des caisses ou des sacs. Parfois, ils étaient accompagnés de documents, de photos ou d'objets personnels. Parfois encore, ils étaient honorés par des cérémonies, des discours ou des fleurs. Lucien Tisserand, un spécialiste des exhumations de la Volkmund, association qui gère les cimetières allemands, explique: « Nous avons travaillé en collaboration avec les autorités françaises, les services militaires, les associations d'anciens combattants, les familles des disparus. Nous avons utilisé des cartes, des archives, des témoignages, des analyses ADN. Nous avons retrouvé des corps de soldats allemands, américains, canadiens, britanniques, français ou bien polonais. Nous avons essayé de les identifier, de les rendre à leurs proches et de leur donner une sépulture digne. » Dans les années qui ont suivi le débarquement, l'enterrement des cadavres et des corps est devenu une question de mémoire historique et de devoir moral. Il fallait en effet préserver les traces du passé, les transmettre aux générations futures, les valoriser par l'éducation, la culture ou bien même le tourisme. Il fallait surtout rendre hommage aux héros, aux victimes, aux témoins de tous les pays, de toutes les confessions, de toutes les opinions. Ainsi, les soldats alliés et allemands ont été commémorés, célébrés, visités dans des cimetières permanents ou des mémoriaux en Normandie et même dans le monde entier. Parfois, les corps étaient ornés de croix, d'étoiles, de stèles ou de statues. Parfois, ils étaient gravés de noms, de dates, de situations ou bien même de messages. Parfois encore, ils étaient salués par des défilés, des hymnes ou des médailles. Jean-Pierre Guénot, un historien et écrivain français, témoigne: « Nous avons un devoir de mémoire envers ces soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Nous devons les remercier, les respecter et les connaître. Avant le débarquement, les résistants français ont fourni des informations précieuses aux Alliés sur les défenses allemandes, les mouvements de troupes, les points stratégiques ou bien les conditions météorologiques. Ils ont aussi saboté les infrastructures ennemies, coupé les lignes téléphoniques, détruit les ponts, les voies ferrées ou bien les dépôts de carburant. Ils ont aussi disséminé des fausses informations pour tromper les Allemands sur le lieu et la date du débarquement. Ils ont aussi préparé des terrains d'atterrissage pour les parachutistes, des caches d'armes ou bien des réseaux d'évasion. Pendant le débarquement, les résistants français ont apporté leur soutien aux Alliés en les guidant, en les protégeant, en les ravitaillant, en les soignant, en les cachant ou bien en les aidant à s'évader. Ils ont aussi participé au combat en attaquant les arrières allemands, en harcelant les convois, en capturant des prisonniers, en libérant des villes et en hissant le drapeau tricolore. Ils ont aussi diffusé des messages, des tracts, des journaux, des émissions de radio pour informer la population, la mobiliser, la rassurer ou bien tout simplement la galvaniser. Après le débarquement, les résistants français ont contribué à la libération du territoire en poursuivant la lutte contre les Allemands, en participant aux opérations militaires, en assurant le maintien de l'ordre, en rétablissant les institutions républicaines, en organisant les élections, en rendant la justice, en réparant les dégâts et en reconstruisant le pays. Ils ont aussi reçu la reconnaissance des Alliés qui leur ont rendu hommage. Dwight Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées, déclare « Les services rendus par la résistance française, tant dans la préparation que dans l'exécution du débarquement, ont été d'une valeur inestimable. La rapidité avec laquelle les forces françaises de l'intérieur ont été organisées, équipées et engagées aux côtés de nos troupes ont été un facteur décisif dans la libération de la France. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon admiration à tous les résistants français qui ont combattu avec un courage et un dévouement exemplaire pour la cause commune de la liberté. » Face à la résistance acharnée des Allemands, les soldats alliés ont subi de lourdes pertes sur les plages du Cotentin et du Calvados. Heureusement, ils ont pu compter sur le dévouement et le courage des médecins de guerre qui ont utilisé de nouvelles techniques pour soigner les blessés dans des conditions extrêmes. Justement, l'une des principales innovations médicales utilisées lors du débarquement de Normandie a été le plasma séché. Il s'agit d'un produit dérivé du sang obtenu par lyophilisation qui permet de remplacer le liquide perdu par les blessés hémorragiques. Le plasma séché se présente sous forme de poudre conditionnée dans des flacons en verre qui peut être reconstitué avec de l'eau stérile. Il présente plusieurs avantages. Il est facile à transporter, il ne nécessite pas de réfrigération, il n'a pas de groupe sanguin et a une longue durée de conservation. Le plasma séché a été distribué aux médecins de guerre qui le portaient dans des sacs spéciaux appelés plasma pouch. Ces sacs contenaient 6 flacons de plasma, une bouteille d'eau stérile, un réchaud à alcool, un thermomètre, une seringue et un cathéter. Les médecins de guerre devaient réchauffer l'eau à 37 degrés, la verser dans le flacon de plasma, agiter le mélange, puis l'injecter aux blessés par voie intraveineuse. Cette procédure pouvait sauver la vie de nombreux soldats en évitant le choc hypovolémique. Le plasma séché a été utilisé massivement lors du débarquement de Normandie. Selon le docteur Charles Drew, qui a supervisé la production et la distribution du plasma séché, plus de 500 000 flacons ont été envoyés en Europe entre le 1er janvier et le 30 juin 1944. Le docteur Drew a estimé que le plasma séché avait permis de sauver 15% des blessés qui auraient succombé sans cette transfusion. Un autre aspect remarquable du débarquement de Normandie a été le rôle des infirmiers qui ont accompagné les troupes sur les plages au péril de leur vie. Les infirmiers étaient des soldats formés aux premiers secours qui portaient une croix rouge sur leur casque et leur brassard. Leur mission était de ramasser les blessés, de leur prodiguer les soins d'urgence et de les évacuer vers les postes de secours ou les navires hôpitaux. Les infirmiers ne portaient pas d'armes, ils étaient censés bénéficier de la protection de la Convention de Genève, qui interdit de tirer sur le personnel médical. Malheureusement, les infirmiers ont souvent été pris pour cible par les Allemands, qui ne respectaient pas les règles de la guerre. Les infirmiers ont donc dû faire preuve d'un courage exceptionnel en exposant leur vie
pour sauver celles de leurs camarades. Certains ont même utilisé leur corps comme bouclier humain pour protéger les blessés des tirs ennemis. D'autres ont improvisé des brancards avec des planches, des portes ou des toiles de parachute pour transporter les blessés sur le sable mouillé. D'autres encore ont donné leur sang, leur eau ou leur morphine aux blessés en sacrifiant leur propre confort. Le bilan humain du débarquement de Normandie a été très lourd pour les infirmiers. Sur les 39 000 hommes du corps médical américain engagés dans l'opération Overlord, 2500 ont été tués, blessés ou capturés. Parmi eux, 400 infirmiers ont perdu la vie sur les plages de Normandie en accomplissant leur devoir avec héroïsme. Le débarquement de Normandie a été une opération militaire décisive pour la libération de l'Europe, mais aussi une épreuve terrible pour les soldats alliés. Face à la violence des combats, les médecins de guerre ont joué un rôle essentiel en utilisant de nouvelles techniques pour soigner les blessés et en faisant preuve d'un courage exemplaire. Leur action a permis de sauver de nombreuses vies et de réduire les souffrances des combattants. Les médecins de guerre sont donc des acteurs à part entière de l'histoire du débarquement de Normandie et méritent notre reconnaissance et notre respect. Les vétérans du D-Day sont les témoins directs de ce qui s'est passé le 6 juin 1944 et les jours suivants. Ils ont vécu l'enfer du débarquement, la peur, le courage, la souffrance, la camaraderie, la victoire et le deuil. Leurs récits sont des sources précieuses pour comprendre ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Ils nous permettent de nous plonger dans l'histoire, de la vivre à travers leurs yeux, de la rendre plus humaine, plus proche. Il existe de nombreux témoignages de vétérans du D-Day sous forme de livres, de documentaires, de reportages, d'interviews ou bien de podcasts. Par exemple, le site Normandie Tourisme propose une série de vidéos où des vétérans français, américains, canadiens, britanniques, allemands, belges ou polonais racontent leur expérience du débarquement et de la bataille de Normandie. On peut y entendre des anecdotes, des émotions, des regrets ou bien des leçons de vie. Ces témoignages sont d'autant plus précieux qu'ils se font rares car les vétérans sont de moins en moins nombreux. Le dernier survivant des commandos marines françaises et à Romanche pour l'inauguration du nouveau musée du débarquement. Une cérémonie internationale a également eu lieu au mémorial britannique de Vers-sur-Mer en présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de son homologue britannique Ben Wallace. Outre les cérémonies officielles, il existe aussi des initiatives citoyennes qui visent à rendre hommage aux vétérans et aux disparus du D-Day de manière originale et créative. Par exemple, le projet Hommage aux héros devenu Normandie Memory, prévoit de créer un spectacle immersif autour du débarquement, de sa préparation à la bataille de Normandie à partir de 2025. Ce spectacle, qui sera installé à Caen, proposera aux visiteurs de vivre une expérience unique, en les plongeant dans l'ambiance de l'époque, grâce à des effets spéciaux, des décors, des costumes et bien évidemment des acteurs. Un autre exemple est le projet Les Fleurs de la Mémoire, qui consiste à parrainer une tombe d'un soldat allié dans l'un des 27 cimetières militaires de Normandie. Les parrains s'engagent à fleurir la tombe au moins une fois par an et à se renseigner sur le parcours du soldat afin de lui rendre hommage et de perpétuer son souvenir. Le débarquement de Normandie a été un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale qui a permis de libérer la France et l'Europe du joug nazi. Il a aussi été un événement tragique qui a coûté la vie
à des milliers de soldats alliés qui se sont battus pour la liberté. Aujourd'hui, 80 ans après, le souvenir des vétérans du D-Day est encore vivant grâce aux témoignages qu'ils ont laissés et aux initiatives qui leur rendent hommage. Ces témoignages et ces initiatives sont essentiels pour ne pas oublier ce qu'ils ont fait, pour leur exprimer notre gratitude et pour transmettre leur message de paix aux générations futures. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur HeroDoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.